13 juillet, donc la veille d'une commémoration, et donc voilà, arrêt sur question. C'est venu comme ça, sans préparation, bien entendu, ça rencontre quelque chose qui chemine en nous. Il y a, comme quelquefois, quand on trouve un titre, quand on a comme ça quelque chose qui se présente au seuil, à notre seuil de conscience, et quelquefois c'est assez inédit, et quelquefois c'est juste la reprise de quelque chose. Alors, dans la continuité, peut-être la continuité d'arrêt sur image, et là il s'agit d'arrêt sur question, une manière un peu nouvelle, ou à laquelle j'ai recours pour essayer d'approcher le monde nous questionne, et toutes sortes de choses nous questionnent. Arrêt sur question, un peu comme dans une situation de blocage, ou voire de paralysie. On est comme paralysé. Donc dans cet arrêt sur question, il s'agit donc de ce jour, il s'agit de parler de l'incapacité de l'être humain, de l'homme, à prévoir, de façon à se prémunir contre les choses qui peuvent l'impacter, ou le contrarier, voire plus. Je trouve pas le terme, mais il y a des choses qui viennent comme ça, de façon impromptue, et ce ne sont pas des surprises agréables, c'est plutôt de l'ordre de l'étonnement, et qui repose une nouvelle fois la question de l'impuissance. Je ne sais pas si je vais parler de ce terme, mais j'arrive pas à me concentrer. Il y a une forme d'impuissance que l'on constate ici ou là, et on est interpellé par par cette la façon qu'a l'impuissance de s'installer, ou de s'instiller en nous. Elle nous arrive, le constat d'impuissance nous arrive quelquefois par des détours assez, quelque part assez originaux. Voilà, chemin inexploré. Alors nous faisons partie d'un ensemble, ça on le sait, tout le monde le constate, puisque nous interagissons, même avant les thèses actuelles, il y avait toujours ce sentiment d'appartenance. Alors évidemment, en étant toujours au-dessus du panier, mais nous appartenons aux vivants, parce que nous vivons grâce aux vivants, et quelque part il y a une relation. Alors nous appartenons. Quand le paysan possède ou entretient une vache, il doit quand même, il sait que d'une certaine façon il en profite, il veut en profiter. Mais en attendant d'en profiter, en vendant ses veaux, en vendant son lait, il faut quand même qu'il lui assure le gîte et le couvert. Ce qui fait que c'est quand même assez prenant, et ça demande, et par les années de sécheresse, et les années de pénurie, ou de manque d'eau, de manque de fourrage, la chose devient difficile, et donc le paysan se retrouve obligé de se séparer
avant de faire un bénéfice quelconque, de se séparer de son capital ou de ses... voilà. Donc, on constate cette interaction, même cette relation de dépendance. Alors, comment dire, l'impuissance, c'est la chose, l'impuissance, c'est un peu l'aléatoire qui fait irruption dans votre vie auquel vous n'êtes pas préparé. D'ailleurs, un élément essentiel, c'est le peu de valeur de la parole. Évidemment, il y a une parole qui a force de loi, donc quelque part, elle a beaucoup de valeur, mais la parole d'un certain nombre de gens dont je fais partie n'a pas de valeur, n'a pas de répercussions, je voudrais dire répercussions positives sur l'auditoire. Si tant est qu'il y ait un auditoire. Alors arrêt sur question, c'est sur ces choses-là, mais aussi sur les contradictions que nous portons. Nous vivons dans un monde intérieur rempli de contradictions. On pourrait aussi parler, comme un terme actuel, les injonctions contraires ou contradictoires, les désirs opposés, et etc., etc. Et il y a en nous un discours, une rationalité qui dit ne fais pas cela, ça ne sert à rien. Puis à côté, il y a un autre discours qui dit fais-le parce que ça peut quand même être utile. Alors on fait les choses en pensant à quelqu'un qui peut-être ne saura jamais qu'on a pensé à lui. On fait les choses dans une forme de projection. Alors on vit sur, voilà la question, c'est qu'on vit sur un décalage temporel, et ce décalage temporel, et donc on peut constater les incidences assez peu agréables, les conséquences peu agréables. Voici je vis, j'arrive pas à être dans l'instant. Je suis toujours ralenti par une forme de lien que j'entretiens contre toute évidence. J'entretiens un lien avec des gens qui, eux, finalement, se sont totalement émancipés de ce dit lien. Et moi, je n'arrive pas à m'émanciper. Et puis, il y a un acte, n'est jamais un acte, isolé, avec pour origine un seul élément. Non, c'est multi-origine et donc multi-causalité. Finalement, quand on fait quelque chose, on essaie de répondre à plusieurs pas impératifs ou désirs, je ne sais pas comment le dire. On essaie de remplir plusieurs buts à la fois. Et ça ce n'est pas possible. Donc il y a à un moment donné les choses se révèlent à nous et nous sommes mis devant cet état de choses qui est nos contradictions ingérables, ces contradictions qui ne peuvent pas se résoudre de manière, j'allais dire, spontanée, presque sans que de manière presque sans que nous en ayons conscience.
je dors et puis le lendemain, certaines choses se sont réglées et j'ai même pas conscience qu'il y avait un problème, j'oublie tout. Donc la chose est réglée et je la trouve dans un état qui me satisfait. Or, je dors, plutôt c'est l'inverse qui se produit. Je dors et pendant que je dors, il y a des processus vitaux qui sont en cours. Et ces processus vont connaître leur point d'orgue, à un moment donné, je vais être mis devant le fait accompli et ça ne va pas me plaire ni m'arranger. Arrêt sur question. Qu'est-ce qui fait que nous produisons de l'insatisfaction ou pas de la contrariété, mais pas de la colère, mais nous produisons des choses qui nous rabaissent. Je ne peux pas accepter d'avoir fait cela, d'avoir été l'acteur de ce processus. Donc arrêt sur question, mais pourquoi je fais cela? Et il est possible que je l'ai déjà fait par le passé et que j'en ai payé le prix et que quelque part cette expérience, cette mauvaise expérience ne me sert à rien. Donc quelque part elle ne m'empêche pas de recommencer. Et c'est le problème de la continuité de cette commission d'erreurs. Alors je suis là en train de boire dans un contenant pour lait, boire quelque chose dans un geste de sauvetage, sauf qui peut, j'allais dire, ma fortune et mon trésor. Voici que mon trésor est parti à volo, est parti et c'est complètement en déliquescence, c'est complètement mon trésor, c'est à proprement parler, c'est liquéfié. Donc j'ai acheté pour 16 ou 14, je sais plus, 14 pastèques. Donc voilà la question pour parler, pour dire à partir de quel moment ces paroles ont été rendues nécessaires. Donc, arrêt sur question. Donc, il y a une volonté. Alors, on sait que il y a une pratique qui n'est pas une pratique très, j'allais dire, une pratique qui n'est pas éthiquement peut-être raisonnable, supportable, etc. Il y a un problème. À la base, il y a un problème. Un produit qui est vendu trop peu cher, ça pose un problème. Ça pose un problème, sauf si c'est un produit d'appel, et à ce moment-là, mais quand même, le produit est vendu en dessous de sa valeur réel, son coût environnemental, son coût économique tout court, son coût humain, etc. Il y a là un problème. Mais on fait fi de ce constat et de ces réserves presque qui viennent d'elles-mêmes, oui, des réserves de principe. Et on marche sur le principe, on écrase le principe et on va quand même acheter le produit. Et ce produit, quelque part, on en achète en quantité parce qu'il n'est pas cher. Donc, obligatoirement, il y a un effet on va essayer
de profiter de l'opportunité. Il y a un effet et un désir d'accumulation. Ce qui fait que l'on se retrouve à la Cornicole avec une quantité ingérable de produits qui sont des produits fragiles. Alors on imagine, on est toujours dans l'imagination, dans des temps anciens, où peut-être les produits étaient beaucoup moins rapidement périssables. Il y a une donnée que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi un produit qui semble qu'on a acheté, qu'on a choisi, qu'on a vraiment pris le temps de choisir, et qu'on a transpiré pour cela, et que finalement ce produit-là, il est vicié de l'intérieur. Comment un produit qui, à tout point de vue, paraît bon et promu, comment dire, à une certaine forme de durabilité, comment ce produit-là se gâte en si peu de temps, se gâte en très peu de temps. Il se gâte en silence. Vous n'avez pas une petite indication, il n'y a pas le début d'un processus de pourrissement qui pourrait vous alerter. Non, ce qui vous alerte, c'est quand il y a des moucherons et quelque part, là vous dites, il y a un problème. Et la chose vous est déjà arrivée. Vous vous retrouvez avec une mare d'eau et ils essayent de voir d'où vient cette eau. Il ne s'agit pas, donc vous ne souhaitez pas que ce soit le résultat d'une inondation, mais quand même l'eau, elle doit avoir une origine. Et vous n'avez pas le réflexe immédiat d'aller vérifier. Non, ça vous est arrivé il y a peut-être 2 ans. C'est déjà oublié. Mais ça vous est arrivé, voilà, où les choses deviennent un peu plus interpellantes, c'est que ça ne se produit pas au niveau d'un fruit, ça se produit au niveau de la moitié de ce que vous avez. Donc la moitié, vous nettoyez, vous êtes obligé, vous jetez ce qui reste de la pastèque qui est devenue une forme de soupe. Voilà, vous avez une soupe rouge, comme ça, dont vous ne pouvez rien faire. Vous êtes devant quelque chose qui s'est gâté en très peu de temps, alors que normalement, voilà, il n'y avait pas d'éléments qui auraient pu vous alerter. Et cette chose que vous avez choisie, elle n'était pas trouée, elle n'était pas... Non, et pourtant, c'est comme si vous y alliez les yeux fermés et que, je ne sais pas, vous choisissez le premier fruit. Donc le premier fruit que vous choisissez, il était malheureusement pour vous, il y avait quelque chose, voilà, le début d'une réaction chimico, je ne sais pas quoi, ou bactériologique ou chimique, je ne sais pas, en tout cas il doit y avoir des bactéries là-dedans, peut-être des choses, des éléments chimiques aussi, ou alors les bactéries, c'est aussi de la chimie, bon, qui sait. En tout cas, il y a un processus biotique qui s'accélère, et vous êtes là et vous constatez, voilà, la fin du processus. C'est que vous avez encore de l'eau, mais il ne s'agit pas là, cette fois-ci, d'un fruit, mais de 3 fruits, d'un seul coup. 3 fruits, pour un, il n'en reste que la carapace ou le squelette, je sais pas, comment on appelle le squelette externe, l'exosquelette, quelque chose, l'extérieur, mais que l'intérieur, voilà. Donc finalement, la pastèque, c'est comme un insecte, elle est dure à l'extérieur et molle à l'intérieur, donc contrairement, elle n'a pas de... Donc voilà, vous avez cette forme et vous ne pouvez rien en faire. Vous constatez, vous êtes totalement, alors évidemment avec les temps actuels, voilà, je vais signaler la chose, etc. Mais normalement, vous dites, je dois me prendre qu'à moi-même, puisque finalement, ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai manqué de réalisme. J'ai cru à une fable.
à la fable d'un produit ou d'un fruit, un beau fruit d'été, etc., excellent pour la santé, tout ce que l'on veut. Et puis, voilà, j'allais en acheter suffisamment, puisque c'est une opportunité qui ne se représentera pas, je vais en acheter beaucoup. Et puis, si quelqu'un venait à passer chez moi, ben, je vais lui en donner. Donc, je pourrais faire des cadeaux qui ne m'auront pas coûté cher, mais qui seront quand même des cadeaux délicieux. Voilà, j'aurais partagé un peu un fruit d'été avec quelqu'un, voilà. Mais ça, je l'ai fait il y a des années. Mais depuis, personne ne passe chez moi. Donc, le fruit pourra peut-être résister, je ne sais pas, jusqu'au mois de septembre, octobre, mais voilà. Mais je ne pourrai pas quand même le partager. Donc, ou alors je vais obliger les gens à venir, je vais aller dans la rue, dire, tiens, vous voulez une tranche de pastèque, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais j'étais loin d'imaginer l'issue de ce qui allait se produire, finalement. Donc la question, elle est là. Mais qui est la personne qui a fait cela au début, qui a acheté, qui est parti sans voiture, sans voilà, qui a pris un plaisir à acheter en quantité, alors que des gens à côté n'achetaient même pas un fruit. Moi j'en ai acheté une fois 6, une autre fois 8. Ce qui est donc excessif pour une personne habitant seule. Donc j'en ai donné 2, mais voilà, donc je dois courir derrière le temps. Donc je suis là à absorber un jus que j'ai préparé avec en rajoutant du citron, du jus de citron, et voilà, donc ça fait que c'est bon, mais quand même je vais me goinfrer de pastèques, parce que le processus, les pastèques que j'ai sauvées, j'ai réussi à sauver en partie, ben j'en ai trop, donc l'équivalent de 2 pastèques et demi dans le frigo, et donc quelque part il va falloir que je cours derrière ça. J'ai réussi à sauver 4 pastèques, mais le reste est compromis. Donc voilà, on se demande donc arrêt sur question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a à la base un personnage ou un acteur économique déraisonnable qui finalement qui est facile à tenter, facile à convaincre, voilà, pas cher. Donc voilà, un homme du peuple, un homme de la base qui ne peut pas acheter les choses quand il en a besoin. Voilà, j'ai besoin d'un peu de pastèque, je sors, je vais voir un vendeur, j'achète 1 kilo et demi, de quoi manger la journée même, et le lendemain, si j'ai encore envie, j'en achète au fur et à mesure, mais je ne stocke pas. Il y a un problème dans le stockage du fruit. Évidemment, vous pouvez trouver le fruit déjà gâté, dans quelque part des fuites d'eau, des fuites de liquide, pas séminal, mais de liquide vital, j'allais dire, de la pastèque. Vous pouvez déjà le constater sur place dans le supermarché, et vous voyez, vous ne comprenez pas. Donc, voilà, la question, elle débouche sur des considérations, j'allais dire, un peu multiples, et donc quelque part la stratégie commerciale, la stratégie, j'allais dire, je sais pas, quelque part, normalement un fruit, il faut pas hésiter à le payer, voilà, il faut en acheter un, quitte à le payer 4 € au lieu de 2,30 €. C'est beaucoup plus raisonnable, et donc vous devez limiter votre consommation peut-être à 4-5 fruits dans la saison. Ça suffit largement pour avoir à dire, cette saison j'ai mangé de la pastèque. Cette année je n'ai pas mangé de cerises, ni l'année dernière ça ne m'a pas manqué.
je n'ai pas mangé de pêche ou d'abricots, je n'ai pas mangé d'abricots jusqu'à maintenant, ça me manque pas, même si évidemment j'ai quand même faim d'abricots. Voilà, donc l'homme qui se questionne, c'est l'homme, l'homme économique, l'agent économique qui est pris en défaut, quelque part, est tout obligé d'essayer de comprendre, de rationaliser. Qu'est-ce que c'est que cela? Donc, la question, donc, pendant quelque part qu'on est dans une forme de routine, même s'il n'y a pas de routine dans l'absolu, en forme de prolongement ou de répétition, ben, il y a des choses qui se passent à côté de nous. Donc voilà, il y a en nous, il y a des processus de transformation. Donc, quelque part, on peut imaginer qu'à l'intérieur, c'est comme une pastèque, quelque part, certaines choses sont en train de se liquéfier, de perdre de leur consistance, de perdre de leur fonctionnalité, etc. Donc, jusqu'au jour où on se rend compte, où on se retrouve devant un corps complètement réduit à une forme de pulpe. Voilà, la pulpe, plutôt que la soupe, la pulpe c'est compliqué cette histoire. Donc arrêt sur question. D'une certaine façon, on pourrait dire, le jour où on arrêtera de se poser des questions, ce jour-là sera un jour un peu suspicieux. Un jour, il faudra prêter l'oreille, il faudra être vigilant. La question, même si souvent ce sont les mêmes questions qu'on se pose, la question permet un peu de garder la volonté, de préserver la volonté de comprendre et la volonté de ne pas perdre le contrôle. Même si à la fin, il y a toujours, on fait des compromis, donc là, dans un sens, on perd un peu, dans l'autre, on préserve, mais l'opération n'est pas totalement à notre désavantage. Alors, donc, arrêt sur question. Alors, on peut être surpris quelque part l'événement qui on est enfin, ou on est en désir d'événement. Il se passe plus rien. Il ne se passe plus rien et quelque part l'événement, on le crée à l'intérieur de soi. On ramène quelque chose qui va provoquer cet événement, qui va peut-être produire une forme de sursaut ou de désir de sursaut, de se réveiller d'un long endormissement, d'un sommeillement, d'une forme de végétation, quelque part on baisse un peu on baisse les bras et on attend que ça passe, on attend le coup de la faucille qui va nous faucher. Là, voilà, on attend que le terme soit acté. Quelque part, on attend la fin, on n'attend plus rien. Donc, quelque part, il y a des éléments à côté de soi. Bien sûr, il y a des choses que l'on ne voit pas, et pourtant, c'est en train de se faire. Il y a peut-être des êtres qui sont en train de copuler pour continuer un peu le processus de vie. Et voilà, des êtres,
des acariens, ou peut-être des araignées. Dans cette nuit, peut-être des araignées vont se rencontrer et ça va engendrer d'autres araignées. Et cette nuit, évidemment, si je garde la fenêtre ouverte, des insectes vont rentrer et elles vont, en partie, certains vont être mangés par des araignées, certains ne vont même pas avoir cette possibilité-là, elles vont mourir quelque part parce que, je sais pas, elles se sont approchées de la lampe et grillées, je sais pas, quelque part. Voilà un peu l'habituel, mais l'élément un peu nouveau, l'élément inédit de cette histoire, ce sont ces choses-là. Et vous êtes dans une forme de... vous devez quand même régler ce problème. Vous devez, ça vous savez le faire, mais vous devez encore une fois le mettre à l'œuvre. Vous devez savoir accepter la défaite, le fait accompli, le hasard malencontreux, le hasard malchanceux. Tout cela, vous devez l'accepter et vous devez, parce qu'il y a à côté, il y a des dégâts. Il faut passer la serpillière. Il faut vraiment travailler. Il s'agit de pas dire, cet espace, je le fréquente pas. Il s'agit d'envoyer dans les conduits, envoyer dans le système des eaux usées, un peu cette bouillie de pastèques. Il faut que ça parte, parce que sinon ça va attirer des myriades de moucherons à fruits ou de mouches à fruits, et c'est pas possible. Puis même ça va sentir mauvais, etc. Vous devez vous atteler à une forme, vous devez redonner à votre intérieur, à votre cuisine, l'aspect qu'elle a toujours eu. Cuisine modeste, mais quand même, mais le sol est praticable, tandis que voilà, si vous marchez dans l'eau sucrée de la pastèque, dans le sang de la pastèque, alors évidemment les choses, vous allez vous noyer, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, arrêt sur question. C'est vrai que l'on essaie, avec les connaissances que l'on a, qu'on a glanées ici ou là, c'est très intéressant de voir que quelqu'un utilise un terme très, j'allais dire, très connoté ou très localisé géographiquement, puisque le glanage, je sais pas, dans le nord, le glanage, pour parler d'un phénomène actuel qui n'est pas du glanage, qui est autre, qui correspond à autre chose que ce qui glanait, c'était des marginaux. Or, il s'agit de gens intégrés qui ont des moyens, mais qui glanent, qui ramassent des choses. On ne sait pas exactement, mais le terme de glaner ne correspond pas pour décrire le comportement et la fonction, j'allais dire, que ces gens sortent du circuit économique et ne soient pas des agents économiques normaux, mais qui deviennent des agents marginaux ou totalement hors des circuits. Voilà donc arrêt sur question, et voilà comment parler de la question. Il y a, comme pour cette chose qui se fait un peu discrètement, et qui s'élabore, qui continue de sa tambouille, voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une pastèque qui est en train de perdre de sa consistance, et la chair de la pastèque se ramollit, et finalement l'eau qu'il y a dans la pastèque, elle n'est plus dans la chair de la pastèque, elle est hors de la chair. Quelque part, il y a dans des processus. Alors évidemment, quand on parle
dont on parle de choses comme ça qui se produisent. Et il y a des choses qui sont en cours. Alors, dans la temporalité, on pourrait dire le passé de l'avenir, j'ai noté quelque chose comme ça, l'histoire de l'avenir, peut-être que c'était déjà, ça a été déjà fait, mais quelque part on peut parler de l'avenir comme s'il s'était déjà produit. On raconte l'histoire, on fait le récit, quelque part on parle de l'avenir, on fait comme si comme s'il était déjà, comme s'il était connu et quelque part identifié, etc. Or l'avenir, et justement l'avenir c'est la chose qui est en train de se matérialiser peu à peu, souvent d'une façon très discrète. C'est ça le problème, c'est la discrétion de la chose. Alors, des gens, on a du mal à le croire, des gens qui étaient traités pour cause pour cause virale, et puis ils se retrouvent, donc on entend parler d'un incendie dans un lieu d'accueil de ces gens, et puis on voit l'annonce d'un nouveau sinistre, mais on se dit peut-être qu'il s'agit du procès intenté à ces gens qui ont été défaillants, voilà, qui ont causé ce sinistre. Non, il s'agit d'un nouveau sinistre. Comment un sinistre de cette nature peut-il se reproduire? Quels sont, j'allais dire, les mécanismes, les protocoles, qu'est-ce qui fait que la chose horrible, exceptionnelle, insupportable, finalement se reproduise? Donc au niveau des institutions, au niveau des États, au niveau des groupes humains, comment on n'est pas capable de prévoir et de dire, donc quelque part on est mort, mais on le sait pas. Et on sera mort seulement dans 12 heures. Pour l'instant, on est totalement peut-être malade, mais on a encore une chance. Mais on va mourir, non pas de la maladie, mais de suite d'un incendie. On va mourir dans un incendie. Alors, qu'est-ce qui est plus horrible? On pourrait dire, pour pratiquer une forme d'humour très, très, très noir, que finalement, le feu va tuer le virus. Voilà, le malade ne sera plus contagieux, le mort sera plus contagieux parce que ce qu'on va ramasser, ça va être de la chair carbonisée. Donc, il n'y a aucune chance que le virus puisse résister à des températures très élevées. Donc il y a toujours, aujourd'hui on est au courant de le moindre événement dramatique qui se produit dans le monde, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe. Et quelque part, cela est devenu un peu notre nourriture quotidienne, c'est ce qui nous alimente d'une certaine façon. Devant un événement insupportable, on se positionne, on essaie de retirer quelque chose, une leçon, une sorte de revivification de sa vigilance, voilà, de ne plus finalement se laisser, de tenter tout ce qu'il faut pour ne pas se laisser avoir par le hasard, par l'aléatoire prévisible, parce qu'évidemment dans ce domaine il y a des aléatoires qui sont beaucoup plus attendus, beaucoup plus logiques, beaucoup plus envisageables que d'autres. Au niveau de l'échelle ou la force d'impact, il y a des choses qui peuvent vous impacter plus que d'autres. C'est extraordinaire. Un événement peut vous mettre
ça dépend, mais quelque part peut vous mettre dans un état d'abattement, peut avoir une influence ou des répercussions, voilà. Vous pouvez très bien vous retrouver émotionnellement effondré suite à quelque chose qui est, voilà, on va dire, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui doit servir de leçon. Or, l'économie, on connaît un peu les leçons quelque part, mais quand on a un budget, ce budget-là, il est un budget fini. On ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas l'agrandir. Et alors on va dire, il faut réduire, il faut pratiquer une forme de décroissance au niveau de ses besoins alimentaires. Manger beaucoup moins et non pas manger beaucoup moins et mieux, manger beaucoup moins parce qu'on ne peut pas se permettre. Donc finalement, une pastèque ou 2 pastèques pour toute l'année, c'est déjà largement suffisant. C'est tout ce que l'on peut prétendre, tout ce que à quoi l'on peut prétendre. Donc arrêt sur question. Quand vous avez quelqu'un et quand vous avez un potentiel, quand vous avez un homme qui est fatalement, logiquement, porteur d'opportunités. Tout à l'heure, j'ai pensé aux opportunités économiques et donc d'opportunités intellectuelles, d'opportunités spirituelles, d'opportunités existentielles, toutes sortes d'opportunités qui ne sont pas du matériel. Et un homme devant lequel vous n'avez pas la capacité d'exister. Cet homme vous en sert dans son discours, dans sa parole, et vous ne pouvez pas exister. Parce qu'il il arrive, alors que vous parlez aussi, mais lui, il arrive à parler plus que vous. Ah, évidemment, il pratique avec vous un jeu, une forme de compétition. Moi, voilà, j'ai lu ça, quelqu'un a dit ça, ceci et ça, et vous n'êtes pas dans la même situation. Vous pouvez appuyer que sur votre propre raisonnement ou référence, mais vous n'avez pas les références magistrales, voilà, les références indiscutables d'un tel ou d'un tel, celui qui était, voilà. Non, vous n'avez pas ça. Donc, non seulement il ne vous permet pas, il se met en silence, se met dans une forme de retrait, silence. Je fais silence et je t'écoute. Parle autant qu'il te plaira. Parle, pose toutes les questions que tu voudras. Parle. Moi, j'ai un peu de temps. Parle pendant ce temps. Moi, je pense que je trouve que je parle suffisamment déjà. Si toi, tu penses que tu as plus besoin que moi de parler, parle. Je te promets pas d'être totalement à ton écoute, mais parle. En tout cas, je serai présent. Je resterai là tant que tu as encore des choses à dire. Donc on a quelqu'un, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce rapport? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ou je ne sais pas bien faire? Pourquoi quelque chose de potentiellement potentiellement intéressant devient une chose qui ne rapporte rien. Voilà, et donc votre désir le plus fort devient celui de vous en aller, de ne plus être finalement prisonnier de cette parole. Donc la parole, comment on doit changer la parole en fonction du contexte.
j'ai une parole j'ai une parole. Ben, cette parole, c'était la parole d'hier, c'était la parole d'avant-hier. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Donc, si je n'intègre pas de la nouveauté dans mes paroles, finalement, j'ai quelqu'un en face de moi. Cet être, je le connais. Je le connais depuis longtemps. Mais je l'ai perdu de vue. Il serait bien indiqué que je m'enquière d'abord de ce qu'il est devenu. Alors, où tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps d'absence? Voilà donc poser la question. Pourquoi on est dans le ratage continu, et quelque part on n'arrive pas, ou plus du tout, à faire en sorte que les gens, j'allais dire, se retournent sur vous, mais que les gens se préoccupent de votre sort. Comme dirais-je, sorti des radars de tout le monde. Et vous n'avez... Alors évidemment, l'histoire des pastèques liquéfiées et donc perdues, etc., ça me fait une animation, ça me fait ça me fait une activité, une action, ça me fait bouger, ça me fait sortir de comment dire, de ma position ma position comment dire, de ma situation de personne qui totalement fixée sur certaines choses. Il y a alors arrêt sur question et j'arrive pas à me concentrer, je suis trop, je peux dire, je suis un petit peu, non pas excité peut-être, et en même temps pas, il y a une colère qui n'arrive pas à sortir. Comment être en colère contre soi-même? On a appris la colère, on l'a traduisait par une forme d'abattement. Actuellement, il n'y a plus de colère qui s'exprime et on accepte la chose très très facilement. On se dit tiens, si je fais cette erreur là, j'en ai fait d'autres. Alors je ne dois pas me laisser avoir en surinterprétant ou en surréagissant par rapport à une erreur. Donc je dois garder une forme je dois considérer l'échelle. Donc cette erreur n'est pas une erreur, une grande erreur. C'est une petite erreur excusable et compréhensible ou compréhensable, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc on se trouve des excuses en hiérarchisant. Voici l'erreur, la vraie erreur, elle est ailleurs. Elle est dans cette chose qui ne m'interpelle plus, que j'accepte. Comment je peux accepter de rester enfermé dans mon intériorité tout le temps? Comment je peux accepter l'inacceptable de ce rapport, j'allais dire, d'autoconsommation voilà une forme de phagie de soi. Je vis en me nourrissant de moi-même et de mes histoires et de mon passé, etc., etc. Je n'arrive plus à fabriquer de l'altérité, à fabriquer, à prendre ailleurs et finalement à intégrer des éléments extérieurs à moi. J'ai mal au ventre à cause de ce truc, c'est pas si extraordinaire que cela, et donc quelque part, oui, arrêt sur question. Quand les autres vous manquent,
ou vous déserte à ce point, il y a une question qui ne peut pas vous quitter. C'est pourquoi être si à ce point ignoré, dédaigné, à ce point le probe jeté sur moi, à ce point elle est à ce niveau-là. Je pouvais pas c'est une chose que je ne peux pas comprendre. Je peux pas accepter que cela ait pu atteindre ce niveau-là. Quelque part, il y a une chose qui m'échappe. Donc la question, je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas la distance et finalement la rupture de tout le monde. Et comment ça se fait? Alors évidemment, une personne m'a appelé et donc ça fait désordre un peu dans ce tableau que je présente. Une personne m'a appelé, mais j'ai pas pu lui parler parce que justement c'était la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je ne peux pas me mettre à communiquer, à justifier une position et une autre dans un contexte où je n'aurai que cela. Si la communication se passe mal et que finalement je ne la maîtrise pas, je vais devoir de nouveau rajouter de l'échec à mes échecs passés. Donc j'ai pas envie, je préfère laisser passer, mais quand même j'ai pris connaissance de la tentative de communication. Je l'apprécie à sa valeur, mais j'ai un doute totalement justifié sur la capacité de l'autre à finalement à me donner suffisamment d'espace pour que je puisse exister dans la relation. Il y a toujours finalement, voilà, donc quelque part c'est donc arrêt sur question. On dirait qu'il y a toutes sortes de logiques qui se concurrencent, qui évoluent en parallèle ou qui s'entrechoquent, il y a toutes sortes de logiques. On se retrouve avec une logique à soi, ce qui n'est pas ce qu'on considère pas comme une réalisation. Je ne veux pas me distinguer par une logique particulière, je veux pouvoir présenter ou m'intégrer à une logique collective. Tout ce qu'il y a, j'allais dire, je vais être un commun. Je veux être un commun, mais pas du tout un particulier. C'est parce que je ne respire que par le commun et non pas par le particulier. Je connais suffisamment le particulier pour que je trouve que ça ne m'amène rien. Or, évidemment, là encore, on peut rentrer dans cette discussion et dire, voilà, il y a toutes sortes de particules, il y a des éléments, voilà, qui vont un peu compliquer l'approche, un peu globale, un peu comme ça. Oui, il y a le collectif, mais il y a des collectifs qui sont plus potentialisants que d'autres. Il y a des collectifs plus aidants, plus émancipants, plus que d'autres. Souvent, on n'a pas le choix de son collectif et on se retrouve comme ça, prisonnier de ce collectif et de ses mécanismes et de ses routines et de ses dynamiques. Voilà, donc arrêt sur question. Je voudrais arriver à 1h et m'arrêter. Arrêt sur question.
d'une certaine façon, s'interroger, ce n'est pas perdre son temps. C'est s'interroger en le faisant de façon profonde et non pas comme ça sur les marges ou de façon un petit peu superficielle. Souvent, nous posons des questions, mais nous les abandonnons juste après. On est passé dans une étape de notre vie qui finalement appris à gérer. Alors on met sous le tapis, on cache, on dissimule les questions embarrassantes, les questions qui pourraient, voilà. Il n'y a plus de questions à même de pouvoir nous déstabiliser. Ça peut arriver, mais les questions sur notre statut, c'est vrai que, évidemment, j'ai lu, quelqu'un est mort, a été déchiqueté à 32 ans, et il avait déjà écrit beaucoup, une vie politique, sociale, amoureuse, vraiment très remplie. Moi, à 60 ans, j'ai rien de tout cela. Donc, on pourrait dire, mais je remarque la chose, je la lis, j'en prends connaissance, mais je vais pas plus loin. Je vais pas me mettre dans une forme d'auto-punition, je vais pas comment on appelle ce terme, me mettre à je vais pas être dans la mortification et etc. Je vais pas non, c'est bon. À quoi ça sert finalement? À quoi ça peut jouer un rôle, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas pu parce que je ne pouvais pas, ou parce que j'avais pas les mots, j'avais pas ceci, ou je n'avais pas, j'avais pas le contexte, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Mais c'est comme ça. Alors on essaie de rattraper autant que possible, mais si ça ne se produit pas, ce n'est pas grave. On est incapable de se concentrer ou on est d'une certaine façon plus du tout, on peut pas être hanté par une chose comme ça, un peu développer une forme d'obsession. On passe peut-être d'une chose à une autre, pas d'une obsession à une autre, non, rien. Il n'y a rien qui puisse être obsédant. L'obsédant, c'est peut-être des choses totalement bénignes, totalement, voilà. Il y a une petite contrariété. Alors voilà la somme des contrariétés quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles ou annuelles, mais rien de plus. La petite contrariée que je peux rencontrer, je sais pas, s'agissant de ma porte d'entrée, voilà, ou les choses qui grincent, ou les choses qui coincent, ou les choses qu'il va falloir un peu arranger, voilà, j'y pense, mais je l'ai toujours pas fait, voilà, la chose qu'il va falloir nettoyer, la chose qu'il va falloir ranger. Voici mes obsessions. Voici ce qui a remplacé toute pensée par rapport au destin, au statut, à une vie ratée, à quelque chose qu'on n'a pas pu acquérir, voilà, ni discours, ni sagesse, ni compréhension, ni profondeur, ni rien, on n'a rien, mais ce n'est pas grave parce que j'ai la tête ailleurs. Je pense j'ai un petit souci avec un robinet qui fuit, ou avec voilà, un petit souci, et ce souci-là
bah, comme finalement je le laisse durer, bah, ça me tient, me remplit l'esprit pendant un mois, un an, plus encore. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute l'année dernière? J'étais beaucoup préoccupé par une chose. C'est quoi cette chose? Ah bah, quand j'ouvrais le robinet, bah, ça sifflait ou ça grinçait. C'était désagréable. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'était ça mon obsession, la chose qui... voilà, donc, arrêt sur question. Alors, l'être humain offre un tableau des plus disparates, des plus, j'allais dire, pas des plus distrayants aussi, parce que il y a toutes sortes. L'être humain est multiple, multiforme, il est contradictoire, il se crée il se crée lui-même des petits enfers ici ou là. Oui, voilà, des petites, j'allais dire, il est lui-même une forme de, j'allais dire, il est juge et en même temps accusé. Voilà, il est là et voilà, il se présente devant lui-même et il se juge. Voilà, il estime qu'il a droit à une peine de telle ou telle ampleur. Voilà, il s'inflige la peine. Tu n'as pas le droit. Tu dois subir un châtiment. Et voilà, et voilà, je me punis, mais sans que cela soit visible. Voilà, finalement, j'ai été sanctionné pour un certain nombre de choses. Voilà, donc là, arrêt sur question. Il n'y a pas moyen de trancher, évidemment, il n'y a pas moyen de répondre à certaines questions une fois pour toutes. Les questions, j'allais dire, les réponses accouchent d'autres questions. Il n'y a pas de réponse définitive, il n'y a qu'une suite de questions, une suite d'étonnements, des suites j'allais dire, de réponses émotionnelles ou plus ou moins fortes. Je réagis ou je surréagis ou je réagis pas du tout. Je constate pas. Je fais comme si j'ai rien vu. Voilà. Donc l'être humain est la question. Voilà, la question. Arrêt sur question et voilà. Donc j'ai un peu mal réussi mon coup. Évidemment, le thème est très, très intéressant. Arrêt sur question. On pourrait dire, oui, les questions essentielles, les questions fondamentales, ouais, les questions qui font, qui donnent du poids à celui qui les pose, qui le mettent un peu en majesté même. Voilà, plus. Mais ça peut être des questions très, très basiques, très quelconque. On est un ensemble de questions. On n'est pas que les questions qui touchent aux choses considérées comme fondamentales, mais aussi il y a du fondamental dans l'infondamental, ou apparemment ou ce qu'on considère comme infondamental. Il y a réellement, on pourrait dire, du mystère, là où les choses apparaissent totalement lisibles, totalement évidentes. Il y a toujours l'inverse de ce que l'on pense. Il faut penser en avançant en donnant un peu ça, en accordant une attention à cette quelque part, bipolarité ou cette pas dire dichotomie, mais cette
cette binarité, si l'on peut dire, fondamentale, qui est que certaines choses présentent un aspect clair, mais en même temps, elle réserve des surprises, elle garde un peu de mystère, tandis que le mystère, il est aussi possible de pouvoir le démystifier pour une partie, et voilà. La question simple est aussi une question très complexe, est une question qui trouve son origine peut-être dans quelque chose de fondamental. Donc, si on pose, on essaie de réfléchir sur ce qu'est l'être pastèque, on va voir que quelque part ça communique avec l'origine du monde, ça communique avec l'univers, ça communique peut-être avec le multivers, ça communique avec les différentes dimensions de l'existence ou de l'inexistence, ça communique avec la vie, avec la mort, avec la mort, avec la renaissance, ça communique avec le jour, avec la nuit, ça communique avec les rythmes du vivant, et ça communique avec la totalité, ou voilà, ça communique avec l'absolu, voilà, pourquoi pas le dire comme ça pour finir.